suite renvoyée par l'appareil, et donc de collecter cette information. Donc les applications, entre guillemets, des géomètres topographes étaient relativement rudimentaires. On n'avait pas forcément à cette époque-là le GPS. Hein. Moi, je me souviens avoir travaillé où on était, entre guillemets, on n'avait pas forcément de géorestement. On se fixait une station, on avait nos angles, on avait nos distances et ainsi de suite, et on n'avait pas forcément un rattachement au nivellement général de la France. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas. Ou alors il fallait chercher des bornes super loin, enfin bref, quoi. Puis il n'y avait pas forcément toujours cette obligation. Par contre, voilà, on collectait, on avait un petit carnet, alors je sais plus si c'était du PAN ou des choses comme ça, qui, à chaque fois qu'on cliquait sur l'appareil, allait renseigner le point ajouté dans une petite mémoire numérique. Donc il y avait 2-3 menus vraiment rudimentaires. Donc on était vraiment dans quelque chose de très basique où l'application était vraiment câblée pour fonctionner avec une marque de matériel, ainsi de suite. On retrouve toutes ces problématiques dans tout un tas de trucs. On l'a dans les tracteurs, par exemple agricoles, où c'est pareil, on a du soft qui est vraiment développé spécifiquement pour un type de matériel. Là, c'était un petit peu le cas. Et on était plus dans le domaine de la topographie, donc plus câblé avec les outils AutoCAD, enfin bon, je ne sais pas si on peut citer des marques, AutoCAD, Covadis ou des choses comme ça, vraiment des choses de topo et pas forcément dans l'aspect SIG. Mais c'était quand même de l'information géographique, c'était quand même de l'information géographique. Ensuite, on a eu à l'époque où on embarquait quand même, cette fois-ci, la notion de carte, vraiment, donc de fond de plan avec des données, hein, des noms de rues, des choses comme ça, des menus dans des applications, on renseignait les premières lettres, ils nous trouvaient la rue, ils nous calculaient l'itinéraire, donc on était vraiment dans l'application. On avait à la fois, on embarquait du volume, des données importantes, on avait l'algorithmie de calcul de parcours de graphe et ainsi de suite. Par contre, on avait toujours cette problématique de je suis obligé de me connecter à un PC si je veux mettre ma carte à jour. Donc, la plupart des voitures, en général, on se trimballait avec une version de carte qui n'était pas forcément la plus à jour possible. La nécessité de payer un abonnement et puis un soft qui était propriétaire, qui était développé un peu, je ne sais même pas avec quoi. Voilà, donc c'était quand même, mais par contre, on était dans cette logique-là d'exploitation avec des applications mobiles, avec une vocation spécialisée qui était d'emmener d'un point A à un point B. On a eu également, là on est dans les années 2006 par là à peu près, même un petit peu avant, les premières applications Carto SIG, donc avec Windows CE et Windows Mobile. Donc là c'était vraiment dans le milieu professionnel, hein, uniquement. Donc, parce que ça coûtait quand même relativement cher, donc on avait les SRI ArcPad, donc on designait typiquement un formulaire et qu'on pouvait mettre sur sa tablette, sur sa tablette Windows CE ou son smartphone mobile, Windows Mobile. Les premières applications SIG, donc nous on avait consacré pas mal de temps j'étais encore pas là, hein, mais à travailler sur justement, c'est la partie à droite là, la représentation schématique de réseau d'égout sur ces applications, sur Windows CE, ça tournait encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc des GPS qui étaient très chers et qui pas plus précis que ceux d'aujourd'hui, même moins peut-être, et qui étaient dans des sacs à dos. On était vraiment dans un domaine professionnel. Les librairies Carto qui n'étaient pas forcément toutes très nombreuses. Il y avait Esri, il y avait pas énormément de choses, quoi. Dans le domaine open source, il y avait du SharpMap, enfin des choses qui tournaient sous Windows de toute façon, quoi. Et puis on n'était pas forcément dans une optique de normalisation, quoi. Donc typiquement sur pas de web service, une synchronisation avec de l'USB ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui tournent, qui tournent encore pour certaines applications, qui sont encore utilisées, mais on n'était pas forcément dans du pratique et voilà. Et puis après il y a la suite, c'est le haut débit mobile qui est arrivé, donc on a commencé à avoir de la 3G, et ainsi de suite, les premiers smartphones, et puis parallèlement à ça, les grands éditeurs, entre guillemets, les Google, qui se sont mis à faire des tuiles, pour la version internet, et puis ils se sont dit pourquoi pas avoir une appli qui exploiterait ces tuiles à travers une application mobile. Donc du coup, on a eu les premières cartes, les premières applications cartographiques,
Donc du coup, simplement exploiter le GPS, du smartphone ou de la tablette et pouvoir se localiser sur une carte et pouvoir appeler à un web service de localisation, quoi. Et derrière, avec l'appli Google Maps, pour simplifier, on avait les API, l'API qui a été proposée donc, dans le SDK et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vraiment je dirais le tournant, l'apparition entre guillemets, la démocratisation de l'accès à la carte. Voilà. L'accès à la carte est venu pour le grand public est venu avec le déploiement de la téléphonie mobile et l'apparition des smartphones, voilà, avec entre guillemets une simplicité, je dirais, une usabilité beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait retrouver sur les Windows mobiles et autres. Les applications grand public, donc les applications grand public, elles sont apparues, comme je vous le disais à l'instant, avec la démocratisation de la téléphonie mobile au débit et des smartphones. Concrètement, on l'utilise tous les jours, enfin, en tout cas ceux qui ont des smartphones, des applications grand public. Il n'y a qu'à taper Map ou carte sur le Play Store de Google pour voir tout ce qui sort, quoi. Voilà, ça c'est juste la capture d'écran du haut de la page qui est ressortie. Donc Waze, Maps, voilà, on les retrouve les premières, les plus importantes, en tout cas les plus utilisées. Voilà, donc c'est des applications qui sont nombreuses, qui ont pour certaines une vocation très généraliste ou au contraire beaucoup plus spécifiques. On peut quand même les dissocier en deux grandes familles pour le grand public. Donc c'est des applis qu'on va retrouver qui sont destinées à tout un chacun, au particulier qui va se connecter sur le Play Store et qui va rechercher sur une thématique donnée, s'il n'y a pas une application qui existe, quoi. Après, elle a de la carte ou elle n'a pas de carte, mais voilà. Donc pour une majorité d'applications, la carte, c'est à un moment donné, ça va être le côté pratique, quoi. Ça va pas forcément être le centre le point névralgique de l'application, mais ça sera quelque chose qui va améliorer, quoi. Ça va être localiser un restaurant, enfin en tout cas avoir un restaurant, savoir où il se trouve, ça va être afficher un centre d'intérêt, ses amis, et ainsi de suite, quoi. Donc qu'est-ce qui la caractérise? C'est souvent donc, des fonctionnalités cartographiques qui sont limitées, donc je me localise, j'affiche un centre d'intérêt, et puis qui également font souvent appel à un service web. Donc on est en fait dans une application mobile qui pourrait potentiellement être un site, un site responsive design, la différence n'est pas flagrante, si ce n'est qu'on installe quelque chose, et puis on peut avoir potentiellement de la sauvegarde de paramètres ou des choses comme ça. Pas forcément un fonctionnement en mode déconnecté, et puis souvent, au contraire, une obligation de fonctionner en mode connecté, quoi. Donc avoir vraiment du haut débit, quoi. Donc nous, on a fait quelques applications, donc on va typiquement, on va prendre un cas tout simple, hein, qui est celui-là. Alors il date un petit peu celui-là, donc l'esthétique est vraiment pas terrible. Donc c'est une application qui a été faite en Exensha Touch et puis qui exploite l'API GeoPortail. Donc c'est ce que je vous disais, il y a eu des API Google, des API GeoPortail. Donc c'est une application qui permet à l'utilisateur en fait de localiser les supports de téléphonie mobile qu'il a à proximité de sa position ou d'une autre. Donc il y a une notion de recherche d'adresse, il y a une notion de choix de ce qu'on veut afficher. Donc là, typiquement, on filtre les informations. Est-ce que je veux afficher des supports mobiles 3G, 4G, et ainsi de suite. Et puis d'accéder à des fiches d'information, sur l'emplacement de ces pylônes. Donc l'idée, c'est vraiment donc la stratégie ici, c'était d'exploiter un flux JSON, donc d'un web service dédié, et puis d'exploiter donc pour la partie données métiers. Donc c'est l'Agence nationale des fréquences ici, et puis d'exploiter les fonds de carte de l'IGN, donc rajouter être capable de mesurer entre une position et un support la distance qui nous sépare, être capable de se localiser avec le GPS, zoomer en avant, zoomer en arrière, un mécanisme ici de cluster de données, et puis derrière la possibilité de consulter des fiches d'information. Donc voilà, donc un mécanisme simple, donc on appelle ici des web services, soit GeoPortail, soit des web services fournis par l'Agence nationale des fréquences. Une autre application qui est ici beaucoup plus récente, alors c'est un prototype, hein, donc là on est dans un développement Android pur, c'est-à-dire que l'idée ici c'est de capter le signal GPS
et puis de renseigner une base de données. En fait, c'était un prototype pour voir, essayer de voir si le smartphone ne pouvait pas permettre d'identifier les zones de brouillage, donc pour l'Agence nationale des fréquences aussi. Donc là, on est parti sur un développement Android natif, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille chercher au fin fond du terminal les informations sur vraiment à un niveau très, très proche du matériel. Voilà, donc en gros, c'est les DBM liés au signal de téléphonie mobile et la qualité du signal GPS. Donc voilà, donc c'est un proto. Donc ici, on a vraiment, donc c'est plus récent. Donc ici, API géoportail, développement type JavaScript, HTML embarqué dans une web app, donc compatible iOS, Android. Ici, développement spécifique Android, quoi. Deuxième niveau d'application grand public, c'est les applications qui sont quand même plus évoluées, donc plus riches en termes de fonctionnalités. Donc c'est des fonds de cartes qu'on va être capable d'emmener sur le terrain sans forcément avoir une téléphonie mobile. C'est des algorithmes de calcul d'itinéraire. Donc on va retrouver ici les applications typiquement de calcul d'itinéraire, les applications de randonnée, la possibilité, donc je vous disais, de mettre des fonds de cartes. Donc soit libre, enfin embarqué, soit libre, soit propriétaire. Bon après, en général, quand c'est propriétaire, les applications grand public, il faudra les payer, notamment l'hygiène ou des choses comme ça, dès qu'on veut faire de la rando. Et puis on a une capture, entre guillemets, d'informations géographiques qui reste relativement simple dans des données imposées. Donc ça sera un format GPX qu'on va pouvoir récupérer, ça sera un parcours ou des choses comme ça. On n'a pas forcément de qualification d'objet. Voilà. Ça répond aussi à une problématique spécifique qui va être la randonnée, la navigation et ainsi de suite. Donc c'est des applications comme Ruxmaps, Iphigénie ou des choses comme ça, ou des applications de navigation. Et puis après, donc on a, c'est le plus gros morceau, en tout cas c'est ce qui nous intéresse vraiment plus particulièrement aujourd'hui, les applications d'entreprise. Donc les applications d'entreprise, en fait, qu'est-ce qui différencie, c'est quoi une application d'entreprise, qu'est-ce qui la différencie d'une autre? Une application d'entreprise, c'est qu'elle répond à un besoin d'une entreprise. Donc c'est pas, je suis l'entreprise Intel, bureau d'études ou autre, j'ai besoin d'embarquer de l'information sur le terrain, et cette information, elle a une dimension spatiale, comment je peux faire, quoi. Donc c'est quoi qui la différencie? C'est qu'elle est reliée à un système d'information de l'entreprise. Donc on va souvent retrouver, dans tous les cas, une base de données centralisée, ou qui regroupe en tout cas l'information métier qui nous apparaît nécessaire, un serveur qui va s'occuper, une ou plusieurs bases de données d'ailleurs, un serveur qui va s'occuper de réceptionner les requêtes en provenance de la tablette, mais aussi souvent en provenance d'un extranet ou d'une application client lourd, quoi. Typiquement, bien souvent, on a un extranet avec des interfaces d'administration qui vont permettre de gérer une liste d'utilisateurs, qui vont permettre de gérer une liste d'affectation de dossiers ou de projets à des utilisateurs. Et côté tablette, la personne en fait fera entre guillemets une fonctionnalité qui permet d'aller importer les dossiers uniquement pour lesquels il a des droits en lecture et en écriture, ou au moins en écriture. Voilà. Donc c'est vraiment la tablette s'inscrit dans une logique de système d'information et des outils qui se lient au système d'information, quoi. Donc on a bien souvent aussi au niveau cartographique, qu'est-ce qui différencie, c'est qu'on a souvent envie d'avoir ses propres fonds cartographiques, alors pas tout le temps, mais on peut avoir besoin d'afficher ses propres fonds cartographiques, d'avoir des besoins de fonctionnalités qui sont plus riches, digitalisation, ainsi de suite, analyse thématique, etc. Voilà, donc c'est vraiment ce qui différencie, entre guillemets, c'est qu'on a un besoin de pouvoir personnaliser un minima pour pouvoir l'application, pour pouvoir la câbler, la coupler avec le système d'information d'entreprise, quoi. Donc dans les applications d'entreprise, entre guillemets, on en a une, alors je l'ai citée, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a de la documentation qui existe, pas mal, il y a des vidéos, ça reste encore à mon sens expérimental, mais ça peut être intéressant pour des structures qui possèdent suffisamment de compétences, qui possèdent des compétences pour manipuler les outils. C'est le QGIS, l'outil QGIS
QGIS qui est déployé, voilà, qui est l'outil SIG libre par excellence et qui est déployé entre guillemets dans pas mal de bureaux d'études, enfin partout où ça fait de la géométrie un petit peu, voilà, et qu'on n'a pas forcément les moyens ou l'envie de tomber dans les outils propriétaires. Voilà, donc il y a l'outil QGIS et il y a des extensions qui permettent notamment de pouvoir entre guillemets paramétrer un projet sur une application sur l'application smartphone ou tablette QField. Donc QField, voilà, c'est QField, c'est un mini QGIS, enfin un mini QGIS, c'est une interface qui permet de consulter de l'information d'un projet QGIS et de rajouter voilà, des objets géographiques et surtout de les qualifier. Donc le principe est suivant, c'est que je crée un projet dans mon QGIS, donc avec mes différentes couches, fond de plan, couches vectorielles et ainsi de suite. J'utilise l'extension excusez-moi, de synchronisation, de préparation de packaging pour l'application tablette. Je dépose ça sur ma tablette et je peux partir sur le terrain et j'ouvre mon projet dans QField et je qualifie mes polygones pour si j'ai des polygones uniquement avec des attributs à qualifier ou je rajoute des polygones. Au niveau de digitalisation, donc c'est expérimental, au niveau de digitalisation, on est quand même très 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 limité à l'heure actuelle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt principalement pour la qualification d'objets existants, quoi, voilà, où on a renseigné des attributs, des choses comme ça, capturer de l'information. Bon, pour l'instant, je suis encore un petit peu. Enfin, moi, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est qu'on crée son propre projet, c'est-à-dire que quand on va définir ces formulaires de saisie dans QGIS, on pourra mettre des contrôles calendrier, on pourra mettre des listes déroulantes, on pourra mettre des choses comme ça, on va les retrouver automatiquement dans QField. Donc c'est des choses qui vont être très intéressantes parce qu'elles sont, voilà, elles sont entre guillemets, on fait du sur-mesure, enfin tout un chacun est capable de faire du sur-mesure. Par contre, si demain il faut déployer ça dans des grandes entreprises où il y a 50 salariés qui doivent utiliser ça, ça paraît quand même assez compliqué et en tout cas ça va être assez gourmand en temps. Donc c'est une utilisation plus entre guillemets petit bureau d'études ou voilà, ou mission particulière spécifique que j'avais pas prévu, voilà. Bon, c'est un petit peu voilà, l'outil à tout faire sur le terrain. C'est un petit peu l'ArcPad si vous voulez, l'ArcPad d'aujourd'hui, quoi. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Je pense qu'il va évoluer rapidement avec des fonctionnalités de plus en plus riches, quoi. Voilà. Je laisse prendre les gens connaissance de cet outil si c'est pas déjà fait, quoi. Voilà. Et après il y a les applications métiers. Donc les applications métiers, donc c'est vraiment nous en tout cas de savoir-faire. Donc c'est vraiment essayer de comprendre la logique d'une entreprise ou d'un organisme pour pouvoir, entre guillemets, répondre à une problématique de capture d'informations en situation sur le terrain, quoi, et de pouvoir la synchroniser avec le SI, avec je dirais, le souci de l'interface, de la sécurisation des transferts, de la simplicité d'usage, quoi, et puis du gain de temps, quoi, parce que à un moment donné, les questions qu'on a, nous, c'est comment éviter que le papier, la saisie sur papier, terrain, je suis obligé de revenir sur l'extranet pour ressaisir l'information. Moi, je veux éviter ça, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment être couplé au système d'information pour des soucis de rapidité aussi. Éviter que entre la phase de récolte terrain et la phase de structuration ou de stockage en base de l'information, il y ait trop de temps qui s'écoule. Voilà. Donc, c'est vraiment simplifier la procédure de récolte d'informations, quoi. Donc ces applications métiers, alors nous en tout cas, on a travaillé dans les domaines de la gestion des réseaux, de la sécurité civile, de l'agriculture et de l'environnement. Ce que je vous propose, c'est d'aborder en fait à travers des exemples de réalisation les différentes problématiques, qu'on peut avoir. Et il me reste combien de temps là ? 15 minutes. 15 minutes, ok, parfait. Voilà. Donc une des premières applications de développer, alors il y a pas mal de temps pour les champs d'agriculture, consistait à déployer
pour les techniciens de chambre d'agriculture, à pouvoir avoir une application qui permette en fait de saisir des observations sur des parcelles. Donc typiquement, j'ai aperçu des mini-jettes sur du colza, j'ai aperçu des taches de telle maladie sur du blé, voilà. Enfin bon, en gros alors je sais pas si bon, je crois qu'il y en a qui sont du domaine agricole, voilà. En gros, c'est pour pouvoir répondre à ces problématiques de surveillance de l'état sanitaire des cultures et donc maladies ravageurs. Donc avec une liste, voilà, couplée avec un système d'information qui fournit une liste d'exploitation agricole et puis derrière des pourtours de parcelles. Donc on est sur une application qui date un petit peu. Il y a un exemple, il y a une page sur le site d'Atoll qui précise vraiment comment ça marche techniquement. Donc on est sur une librairie, pareil, c'était un développement JavaScript HTML, donc ça marche sur iOS et Android, avec sur la base de composants Leaflet, Sencha, et puis donc une base de données SQLite qui est embarquée avec des fonds de plan en mode déconnecté. Typiquement, voilà, donc une petite vidéo, je vais dire assez vite. Voilà, donc avec du choix de fond de plan, donc on a la possibilité d'importer le fond de plan. On retrouve voilà donc les orthos, on devrait retrouver normalement les parcelles, voilà, et la possibilité donc du coup évidemment on retrouve voilà. Donc là on est en mode déconnecté, on est sur l'application métier des exploitations agricoles. Donc quand on clique dessus, voilà, on peut rajouter une intervention, une observation, pardon. Donc ici c'est des cicadelles, voilà, enfin en tout cas on qualifie des cicadelles. Et puis voilà, la possibilité donc de rattacher cette information. Donc dès qu'on va synchroniser cette information et qu'on aura du réseau, donc là on est connecté en Wi-Fi, dès que ça marche en mode déconnecté, je suis sur le terrain, je vois quelque chose, je note, j'arrive au bureau ou même à la maison, j'ai une connexion Wi-Fi ou 3G avec le téléphone, bon limite je synchronise directement. Voilà, donc ça marche aussi en zone blanche ou grise, quoi. Voilà. Pas forcément, attends jusqu'à la fin. Vous retrouvez cette vidéo sur le site d'Atoll, il y a un billet qui détaille un petit peu ce qui a été utilisé, quoi. Donc là on est sur du composant Leaflet, donc qui est du composant qui est aussi utilisé sur les sites extranet, hein, enfin en tout cas dans le domaine open source. On a deux librairies JavaScript principales qui sont OpenLayers et Leaflet, quoi. Et c'est des choses c'est ces librairies qu'on est en mesure de remobiliser dans des applications mobiles dès lors qu'on décide de faire des web apps, quoi. Voilà. Donc c'est des choses, voilà, c'est des choses donc avec les mêmes fonctionnalités. Voilà, avec le souci par contre toujours faire attention qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités de calcul entre un PC et une tablette, donc ce qui veut dire que les navigateurs, quand on charge beaucoup d'objets vectoriels en GeoJSON dans son navigateur, on va peut-être pas forcément avoir la même capacité de calcul côté tablette ou smartphone, donc c'est des choses qu'il faut aussi penser, quoi. Deuxième niveau d'application métier, donc là c'était pour le SDIS du Var. Donc typiquement, alors eux c'était un petit peu particulier, c'est qu'ils nous ont demandé de développer une application mobile sans carte au départ. Donc parce que bon, ça coûtait trop cher ou il n'avait pas prévu. Donc on est parti, alors c'était un développement natif, donc Android pur, donc dédié, alors la première, enfin celle qui était initiale, c'était pour les contrôles des poteaux d'incendie. Donc je vais lancer la vidéo en même temps. Donc voilà, donc c'est typiquement une notion de je réserve des tournées, voilà, j'ai des poteaux à contrôler, donc des points d'eau d'incendie, j'ai des poteaux à contrôler, je vérifie le débit, la pression, donc il y a des règles métiers assez particulières, donc il y a vraiment une logique métier complexe, quoi. Et puis il y a une notion de tournée, c'est que je sais que j'ai 50 poteaux à visiter, donc je dois les passer un par un et tous les tester un par un. Donc j'ouvre la vanne, je vérifie, donc j'ai un appareil de mesure, je vérifie qui fonctionne bien, parce que derrière, s'il ne fonctionne pas, je ne vais pas pouvoir l'utiliser en cas d'incendie. Voilà, et puis derrière, voilà, il y a tout un tas d'informations à rentrer. Donc on est vraiment dans une application métier pointue, en tout cas avec des formulaires métiers très poussés. Et puis, voilà, la possibilité d'aller chercher une photo, l'associer à un document. Donc là, j'étais au bureau, donc c'est pas terrible, mais voilà, donc l'associer à un document, rajouter un point d'eau qu'on aurait vu sur le terrain qui n'est pas en base de données, ce genre de position GPS, voilà, de capturer une position GPS. Et puis, ils nous ont demandé de rajouter la carte, quoi. Donc du coup, parce que ça manquait un petit peu, ils étaient obligés de partir sur le terrain des atlas papier, quoi, pour savoir où étaient les poteaux. Donc c'était effectivement un peu dommage. Donc du coup, on a rajouté alors une librairie Android open source, quoi, qui s'appelle OS Android.
alors qui est beaucoup moins évoluée entre guillemets que Leaflet ou OpenLayer, mais qui est suffisante puisque ici elle permet simplement de rajouter une couche de points qui sont des longitudes latitude, et puis de charger ici les fonds de plan qui sont nécessaires au format MB Times aussi, quoi. Donc c'était suffisant, donc voilà. Donc c'était le besoin était, enfin en tout cas, sachez que c'est possible, même si on a une application qui au départ est Android, qui n'est pas forcément une application web app. Si on veut pas trop s'embêter, essayer de mettre un conteneur HTML, enfin bon, dans ces applications natives, il y a des librairies entre guillemets qui sont qui peuvent remplacer les API Google Maps, enfin les librairies Android de Google pour la carte, quoi. Et donc qui permettent d'afficher aussi ses propres informations. Donc là, typiquement, la deuxième, c'est le même principe, c'est pour le débroussaillement, c'est le petit frère. Donc c'est vraiment en cours de développement, ça. L'idée, c'était de vérifier qu'on pouvait bien afficher des polygones voilà, sur ces fonds de plan, polygones à trous, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est en cours de développement, j'en parle pas plus. Donc c'est la librairie OSM Droid aussi, quoi. Donc une application native avec un composant carto Android pur qui n'est pas Google, c'est possible. Voilà. Troisième niveau d'application, donc là c'est une application métier, donc elle remplace celle que je vous avais évoquée au tout début, qui fonctionnait sous Windows Mobile ou Windows CE. Donc c'est une application qui remplace ces développements-là et qui a été développée en JavaScript en mode déconnecté aussi, et qui est faite pour fonctionner en égout. Donc là on n'a même pas de question de GPS, donc on est vraiment dans une logique pareil de gestion de tournée, donc de couplage à un système d'information complexe. Donc l'idée c'est qu'en fait les gens qui descendent dans les égouts sont amenés à observer un certain nombre de choses, des anomalies de fonctionnement, des fuites, d'ensablement, des choses comme ça. Et par contre, ils ont besoin donc ils peuvent pas se repérer par rapport au GPS. Donc en fait, ils vont se repérer par rapport à des distances, à des points de repère. Voilà, donc c'est un petit peu le cas particulier. Donc la base de données de ce système-là est gérée totalement en abscisse curviligne. On a la seule géométrie qu'on a, c'est des géométries des tronçons d'égout, et du coup, tout se fait par rapport à des extrémités de tronçons, par rapport à des ouvrages qu'on est capable d'identifier sur le terrain, et puis un nombre de pas, entre guillemets, la bonne vieille méthode du topophile, pour se repérer. Donc ici une authentification, pareil, paramétrage des tablettes, voilà, enfin. On est dans un développement JavaScript, exploitation d'OpenLayers. On embarque un fond de plan MBTiles généré aussi. Donc là, on a demandé du coup au serveur Carto de nous fournir directement le MBTiles. Donc on a donc le MBTiles, c'est les tuiles en fait qu'on embarque dans une base SQLite qui permet d'afficher du fond de plan. Donc typiquement, voilà. Donc on a à la fois l'information en rouge ici vectorielle qui correspond au tronçon, et puis les noms des rues. Enfin c'est le nom des rues. Voilà, c'est le fond de plan maison entre guillemets qui permet l'exploitation. Donc là on n'a pas tout le réseau de Paris évidemment. On a le réseau qui est impacté dans le cadre d'une tournée, quoi. Donc une tournée c'est N tronçons à visiter. Donc les BR c'est des branchements de regard, voilà, le BP branchement particulier, et ainsi de suite. Donc on est avec donc tous les petits points. Donc là on est sur une symbologie OpenLayers vectorielle. Voilà, la possibilité de choisir les tronçons, et puis derrière on va avoir forcément la partie saisie. Donc on n'est pas dans de la capture ici, le fond de plan est mis à jour en QGIS par un autre service. Ici on est vraiment en récolte d'informations, enfin en validation d'informations, vérifier que la fuite est toujours là si elle n'a pas été corrigée, la fuite a été corrigée, ajouter par exemple qualifier une dégradation, ajouter un ensablement, ainsi de suite. Donc on a des formulaires également ici assez complexes, quoi. Et donc du coup voilà, on qualifie nos objets métiers, et c'est retranscrit après, resynchronisé au niveau de la base de données. Donc là évidemment on n'a pas forcément la téléphonie qui passe en égout, on n'a pas de GPS, je vous le disais, donc voilà. Avec donc je crois que la vidéo, je bloque un petit peu sur un champ de formulaire, donc c'est en phase d'expérimentation, ça devrait pas tarder, voilà, après passer rapidement en production. Donc pareil, les technologies, donc SQLite, la base de données embarquée, le composant cartographique OpenLayers, Angular qui est du JavaScript. Donc c'est un partenariat avec Oslandia, parce qu'Oslandia a travaillé sur la partie digitalisation du fond de plan
Sous QGIS. Donc ici, on retrouve en fait dans ce quand je vous évoquais le système d'information, ici on est vraiment dans le cas typique où on a à la fois un client lourd QGIS qui a été adapté pour pouvoir permettre la numérisation, je dirais la mise à jour du fond de plan des égouts de Paris. On a des applications purement métier, extranet cartographique, voilà, pour consulter toutes les informations carto dans le cadre au niveau d'extranet. On a donc un serveur, surtout avec notre serveur GeoServer cartographique qui va fournir tous les fonds de plan à toutes les applications, soit en WMS, voilà. On a notre base PostGIS en access curviligne, et puis on a donc du coup cette application tablette qui vient faire partie du dispositif complet du système d'information de gestion des égouts de la ville de Paris. Voilà. Voilà, donc on a une autre application qui est en cours on a déjà livré une première version pour des questions de droit qui n'étaient encore pas finalisées, je ne vais pas vous en parler. C'est une application de collecte d'informations sur le terrain, donc je pense que ça donnera lieu à la rédaction d'un billet technique prochainement, donc que vous pourrez retrouver sur le site d'Atoll. Donc on est, voilà, donc c'est, sans en dire trop, c'est, je dirais, une partie saisie d'informations environnementales dans le cadre de protocoles établis pour un bureau d'études de collecte en environnement. Donc grosso modo, c'est c'est du comptage d'espèces, c'est du positionnement de points d'écoute pour les oiseaux, du positionnement d'individus directement sur la carte par pointage, voilà. Donc c'est toutes ces problématiques-là. Donc on est vraiment dans l'information de collecte. On n'a pas d'exemple de digitalisation pour l'instant poussé sur tablette, tout simplement, parce que les projets on n'en a encore pas eu. Et puis il faut savoir, faut quand même, faut rester serein sur ce niveau-là, c'est que quand on est sur des événements de touche et ainsi de suite, déplacements sur une tablette, on n'a pas une précision extrême. Donc quand on voit par exemple QField pour dessiner un polygone, en fait je clique sur un plus pour ajouter un sommet, je recentre ma carte, je reclique sur un plus pour voilà. Donc si vous voulez, les problématiques de dessin de polygones, de choses comme ça, avec des stylets c'est envisageable, ou en faisant des patates pas très précises, déplacer des sommets, des choses comme ça, ça devient quand même un petit peu plus touchy, quoi. Voilà. Donc c'est pas impossible. Par contre, reste après à trouver les bonnes cinématiques de saisie et puis voilà, les bonnes règles à appliquer pour corriger les géométries automatiquement, les snapper et ainsi de suite, quoi. C'est faisable. Après, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un curseur de souris sur un extranet, quoi. Voilà. On arrive un petit peu à la fin sur la partie entre guillemets application, donc présentation, en échanger. Un rappel simplement, quand on veut mettre entre guillemets de la carto en situation de mobilité, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est est-ce que c'est quoi? C'est une application qui sera destinée au public, au plus grand nombre, uniquement à l'entreprise, aux salariés de mon entreprise. C'est une application qui est amenée à être utilisée en mode où on n'a pas de couverture réseau ou pas. C'est dédié sur un matériel particulier. Là, typiquement quand on va sur le terrain, quand on commence à enlever les tablettes durcies, il reste un petit peu moins de modèles, quoi. Parce que faut du matos qui résiste, quoi. Normes IP68, normes militaires pour certaines ou autres, quoi. Voilà. Donc après, aussi, on a parfois sur ces problématiques de matériel, du coup, des performances, du matériel qui coûte cher, des performances qui sont pas les mêmes, des spécificités. Donc voilà, développement spécifique Android, développement, voilà. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Mode connecté, mode déconnecté. Est-ce que mes utilisateurs, je les laisse un peu se dépatouiller avec leur QGIS ou pas, avec un QField, ou au contraire, moi j'ai 50 personnes qui partent sur le terrain faire de la reconnaissance ou des choses comme ça, donc il faut une appli qui soit hyper productive, hyper adaptée ou hyper pas de temps, type collecte d'informations naturalistes, type égout de Paris ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Et puis après la partie plus cartographique, quelle fonctionnalité carto, GPS, digitalisation, géocodage, algorithmique, calcul itinéraire, voilà. La volumétrie des données, est-ce que j'ai des fonds de carte personnalisés ou est-ce que j'utilise des fonds Google ou Géoportail, voilà, toutes ces problématiques-là. En fait, il faut penser à le développement d'une application comme un autre projet informatique, avec
quels sont mes besoins, qu'est-ce que je veux en faire, quels sont mes moyens, quels vont être les impacts, et puis quelles sont les limites, quoi. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on est là pour vous accompagner, nous, dans toutes ces problématiques de réflexion et donc application métier de manière générale, et puis cartographique également, mais voilà, on est là pour vous aider à construire votre projet et en apportant notre savoir-faire et en essayant de vous conseiller au mieux sur ce qui est possible de faire, sur ce qui n'est pas possible, ce qui est délicat, ce qui est délicat, dangereux, risqué. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous consulter.